Vous êtes Arthur et vous êtes Lilou. Bonjour à vous. Arthur, quel est votre âge? 11 ans. 11 ans. Et vous, Lilou? J'ai 12 ans. Et vous vous connaissez bien. D'accord. Et on m'a dit, Arthur, que vous aimiez chanter. Oui. Il y a ce son, il y a quelque chose qui, dans le rapport, de très important. Et on s'est compris comme ça avec Arthur. Oui. Avant la parole, Ouais. il y a eu le son. Arthur jouait du piano en mettant ses mains comme ça. Il y avait une vibration, il y avait quelque chose. Bienvenue à cette nouvelle rencontre dans le cadre du cycle Human Diversity qui explore toutes les facettes, toutes les diversités de l'être humain. Et aujourd'hui, nous accueillons deux personnes. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Joseph. Et qui êtes-vous? Alors, je suis Laetitia. Jean-François. Vous avez une particularité. Sans doute plusieurs Sans doute. même, mais on parlera entre autres donc de la personne de Arthur. On trouve ça rigolo. On dit que je suis bizarre, que je mélange les mots dans un drôle de bazar. C'est pas de la folie, c'est pas une maladie, c'est de l'écolalie. C'est papa qui me l'a dit. Je suis sa maman. Très bien. Je ne suis pas le papa, mais je suis le compagnon de Laetitia. Sur le plan artistique, vous avez aussi un rôle additionnel. Voilà. J'ai un rôle additionnel, oui. Être maman, être parent d'un enfant différent, c'est votre quotidien. Oui, absolument, oui. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces descriptions qu'on fait de l'autisme, du handicap? Est-ce que ça vous parle? Alors, certaines peuvent me parler, c'est sûr. Et je pense que le début du parcours, je peux me reconnaître dans certains témoignages, c'est sûr. Après, moi, j'ai sans doute eu la chance d'être effectivement aux côtés de Jean-François, qui est musicien et compositeur. Et ça nous a ouvert à un moment donné avec Arthur des tas de possibilités, en fait, pour pouvoir exprimer voilà, en musique les choses plus facilement. Oui. Est-ce que vous vous attendiez à avoir un enfant différent? C'était vraiment la surprise. Oui. Ouais. On n'est pas formé à devenir parent d'un enfant différent. Oui, et d'ailleurs, je pense surtout qu'on n'est pas bien accompagné au départ. Surtout. Parce qu'en fait, pas être formé, c'est une chose, mais on pourrait aller à la découverte de tout ça d'une façon beaucoup plus sereine si, en fait, on avait des professionnels qui nous entouraient au départ et qui nous disaient combien ils sont là pour nous raconter les choses, comment on peut se reposer auprès d'eux, voilà, pour des réponses à certaines questions. Voilà, c'est surtout tout ça qu'il faudrait changer. C'est pas tant la surprise d'avoir un être qui fonctionne un peu différemment. Oui. Donc votre quotidien est rythmé par cette quête du professionnel. Plus aujourd'hui, j'ai tout fait. Enfin, voilà, j'ai beaucoup œuvré pour m'entourer au départ. Et aujourd'hui, Arthur est très bien entouré par un CESAD avec de très bons professionnels et l'école aussi qui est un très bon appui. Et surtout, ce qui les relie, c'est l'inclusion. Les yeux rivés sur une BD ou dans la cour en train de marcher. Il n'entend pas quand on l'appelle, ses petits bras deviennent des ailes. Il ne faut pas vous inquiéter, s'il n'essaye pas de s'envoler. Il ne faut pas vous affoler, c'est sa façon de s'exprimer. C'est être avec les autres. Là, vous avez pu voir Arthur avec Lilou, qui est la fille d'une très grande amie. Mais il a aussi des amis à l'école et il est accepté comme il est. Voilà. Et ça, c'est le plus important. Nous reparlerons de Lilou, si vous voulez, dans un instant. Mais vous, qu'est-ce que ça vous fait quand il y a un enfant différent qui arrive dans votre vie? Je pense qu'il y a quelque chose de simple pour moi qui est de l'ordre de l'intuition. Oui. Ouais. Dans l'univers de la musique, par exemple, vous devez connaître sans doute beaucoup de gens. Oui, la musique, c'est tellement... on n'a pas besoin de parler, des fois, on a juste besoin d'écouter. Justement, il y a une chanson qui parle de ça, puisqu'en fait,
Et il y a cette petite voix des petits lapins qui a été un peu le réveil pour moi de se dire tiens, il y a quelque chose à faire. La voix des petits lapins, c'est un langage entre Arthur et sa maman, avant les mots. Et je dis dans une chanson qu'en fait, c'est cette forme d'onde qui les relie. Et il y a ce son, il y a quelque chose qui, dans le rapport de très important. Et on s'est compris comme ça avec Arthur. Avant la parole, il y a eu le son. Voilà, le son sur une note de piano. Arthur jouait du piano en mettant ses mains comme ça. Il y avait une vibration, il y avait quelque chose. Ce que vous nous décrivez ici, c'est à peu près, presque mot pour mot, la genèse de ce que l'on appelait la musicothérapie. Hein. C'était une histoire d'une famille américaine et ils avaient remarqué que si la communication verbale ne passait pas bien, la communication par piano marchait. Hein, et ensuite, cette observation développée, amplifiée, etc., a donné naissance à ce domaine-là. Mais vous avez des choses à nous dire sur cette communication, non? Tuffy, il a de la chance. Il a le droit au câlin. C'est un monstre gentil, avec une voix de petit lapin. Attends, je prie. Attends, je prie. La voix des petits lapins, c'est celle qui m'apaise quand j'ai un peu de chagrin, quand je suis mal à l'aise. La voix des petits lapins, maman l'a fait aussi. Elle est comme un câlin, un oreiller cousu. En fait, j'ai cherché tout ce que je pouvais inventer avec Arthur pour l'amener, à communiquer en fait, à sortir de sa solitude et à pouvoir nous rejoindre en fait. Et donc, et puis aussi j'avais envie de ces câlins. Et comme il venait assez difficilement vers moi, à un moment donné, je me suis dit, effectivement, Arthur fait des sons, il fait des bruits, et moi je ne fais pas les mêmes. Mais si je m'accorde cette liberté d'aller vers lui et de faire les mêmes sons que lui, alors peut-être on va pouvoir parler cette petite langue que personne ne parle et se rapprocher en fait. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé, je me suis autorisée à ça. Et j'ai vu que ça lui évoquait beaucoup de choses, vraiment. Et donc cette voix des petits lapins, en fait, on l'a appelée comme ça. En fait, c'est une voix un peu aiguë que je fais lorsque je me dis que c'est la seule façon de rapprocher Arthur d'une fréquence qui va être celle du bien-être en fait, celle qui va lui apporter du réconfort en fait dans un moment où rajouter du verbal pour un autre enfant qui serait où on va lui dire ça va, est-ce que tu veux venir dans mes bras, etc. Arthur lui, si je fais cette petite voix avec lui, on va se créer ce petit moment de réconfort. Et ça vaut bien plus que toutes les explications que je pourrais lui donner pour l'apaiser, en fait. Et donc, j'ai appris ça de lui et je me suis dit, c'est bien pratique. Donc, du coup, quand on en a besoin, on passe par là, par cette petite voix des petits lapins. Et du coup, on a ce qu'il nous faut. Et hop, on peut continuer sur autre chose, en fait. Et faire autre chose. Est-ce qu'on pourrait faire un dictionnaire de la langue des petits lapins, non? En fait, c'est quand même une façon de... Maintenant, c'est devenu quand même une façon de prononcer les choses avec cette fréquence un petit peu plus aiguë. Fréquence qui est importante. Voilà. Je connais quelques mamans d'enfants autistes qui ont développé une langue presque complète et il y en a même une qui a essayé de faire un dictionnaire. C'est pas le terme de petit lapin, quoi, hein, mais peu importe. Hein, mais donc, on pourrait peut-être utiliser ce biais de communication pour aller très loin, non? Oui, il faudrait que ce soit un dictionnaire sonore. Oui, dictionnaire pour sonore, évidemment. Ouais, hein. Du coup. Oui. Et c'est un peu ce qu'on a essayé peut-être de rassembler dans ce spectacle que nous avons créé ensemble pour Arthur, avec des chansons qui parlent de sa sensorialité. Et du coup, peut-être que oui, effectivement, le spectacle est peut-être une sorte de bibliothèque sonore de ce qui va parler de lui, en fait, pour finalement parler de tous, de ce qui nous est commun. Dans cette langue que vous avez développée, est-ce qu'il y a des sonorités qui se reviennent ou d'autres qui sont absentes, par exemple? Parce que j'ai essayé de la faire, cette voix de petit lapin, et en fait, ça le fait sourire, mais ça ne fait pas l'effet escompté. C'est-à-dire, c'est vraiment une fréquence,
Les mots, il n'y en a pas en fait. C'est juste... De temps en temps, Arthur me demande de de dire quelque chose avec la voix des petits lapins. Voilà. Et puis moi, complice, je répète ce qu'il me demande de faire, de dire. Et du coup, on se rejoint sur ce tout petit moment et ça l'apaise. Et on en a fait une chanson. C'est-à-dire que les chansons n'existeraient pas. Jamais l'idée nous viendrait de faire une chanson sur des petits lapins. Nous, ça ne nous évoque pas les lapins quand on le fait. Simplement ce petit bruit aigu. La voix des petits lapins, moi je la vis au quotidien depuis 4 ans maintenant. Oui. Ben, elle m'apaise aussi quand je les entends, tous les deux discuter comme ça. Ça me fait du bien aussi. C'est quelque chose de... C'est doux, quoi. C'est de la douceur, quoi. Par la musique, par la voix des petits lapins. On dit des choses beaucoup plus simplement. J'avais un défi, c'était de faire baisser en fait l'anxiété d'Arthur et de transformer en fait tous ces moments difficiles et délicats dans la journée en quelque chose de l'ordre du bien-être, du mieux vivre en fait. Et je me suis dit, si à un moment donné où il y a une peur panique, où il y a une difficulté pour lui émotionnelle et sensorielle, on peut mettre de la musique et quelque chose qui va s'exprimer, d'une façon empirique, parce qu'on l'a essayé, hein. Et ben après, peut-être qu'à cet endroit-là où hop, on s'échappe vers un mouvement panique ou quelque chose comme ça, ben, on va pouvoir avoir une forme de gaieté, en fait, de joie à la vie. Et en fait, j'étais très, très émue de constater qu'en fait, ça s'est passé. C'est ce qui s'est passé. On l'a essayé lors du premier confinement. Donc, on avait le studio à la maison, un micro. Toujours Jean-François va vers une tourne, au piano, à la guitare, il nous accompagne. Et en plus, Arthur adorait par la suite savoir qu'il avait produit quelque chose, un petit bout de chanson, un petit bout de quelque chose. Et donc, on a essayé ça. Et ça a été effectivement le départ de tout, parce qu'on a vu que ces impros pouvaient l'aider à exprimer des choses en continu, parler en continu. Il y a eu l'expression de cette joie, en fait. Et après, Arthur, on sentait bien que dans des moments où il aurait pu aller vers l'expression avec son corps, voilà, d'une sorte de panique ou d'anxiété, hop, il allait soit demander une impro. Donc il fallait qu'on soit prêt, mais on s'est mis à sa disposition au départ. C'était comme ça, s'il avait besoin d'une impro, hop, on y allait. Ça pouvait être 3-4. Puis après, on lui a dit, bon, c'est pas tout à fait le moment, Arthur, est-ce qu'on peut attendre un peu? Et après, c'est devenu une impro par soir. Et on a vraiment vu que dans sa sensorialité, ça l'avait sans doute aidé en fait, à s'échapper vers quelque chose de plus gai. Il le réécoutait ensuite. Voilà. Et il apprenait par cœur ses impros. Alors c'était un peu... Là, je dis, c'est à ce moment que l'idée de faire des chansons construites avec lui est venue, parce que je disais, il apprend des impros. Oui, parce que comme on chantait faux. Et dans les impros, il apprenait tout. C'est-à-dire les moments où il ne chante pas juste, il les apprenait aussi. Les mots qui étaient un peu hors sujet, où il les apprenait aussi. Donc petit à petit, les impros, on a fait des chansons. Voilà. Donc, il y a par exemple, chaque impro incarne une émotion particulière ou un état d'âme? C'est pas forcément une émotion en particulier, mais plutôt un moment de difficulté. Oui. Voilà. Et du coup, un moment de la vie, tout simplement. Oui, un moment de la vie. Tout simplement, oui. Mais c'est plus souvent quand même quand il éprouve une difficulté qu'il va avoir envie d'improviser, de demander cette impro. Ça lui permet d'accepter quelque chose qu'il n'accepterait pas, je pense, sans cette... Enfin, nous, vraiment, à chaque fois, maintenant, c'est la solution. Et elle est heureuse. Encore une fois, c'est quelque chose d'heureux. Et ça va très vite, hein. On improvise, le piano, il chante dans le micro. Quelquefois, voilà, maman chante aussi, et puis moi, j'enregistre. Et aussitôt, allez, l'enregistrement, on lui donne l'enregistrement, il va l'écouter, il part dans sa chambre écouter ça. Et vous pensez que cette astuce pourrait fonctionner avec d'autres enfants? Oui. On aimerait beaucoup essayer, on aimerait beaucoup essayer. Oui. Ça, c'est le projet sous le projet. On a invité sur un week-end des petits copains à lui, effectivement. On a ressenti la même chose sur... Ah oui, on a ressenti plusieurs choses. On a ressenti de la part de ces enfants une sorte de soulagement, en fait, et de la part des aidants et des accompagnants, une joie, quelque chose qui les régénère, en fait. Et moi, je m'attache beaucoup à ça. Peut-être que c'est ce qui m'a le plus touchée en tant que maman, c'est sentir qu'à un moment donné, on ne peut pas tout à fait
consoler l'endroit de cette anxiété, en fait. Et je trouve que c'est tellement doux ce qu'on peut apporter en musique, c'est tellement autre chose que ça nous enveloppe sans qu'on en parle et que du coup, ça fait du bien. Et du coup, de ce bien-être-là, bah, on peut faire des choses, on peut construire, on peut construire son identité, on peut construire ce qu'on a envie de faire, on peut sortir et plus être en proie à tout ça, quoi. Les poésies de l'école, en fait, celles qu'il doit apprendre pour l'école, on les fait aussi en chanson. Et Arthur, en fait, à l'école, chante ses poésies au moment où il doit passer et réciter sa poésie, il la chante. C'est un très bon moment parce que la maîtresse accepte et aux yeux de ses camarades, il prend de l'importance. Il fait quelque chose que peut-être eux n'osent pas faire. Et puis, voilà, on retourne un peu le... D'ailleurs, la maîtresse d'Arthur, elle est très ouverte à tout ce que propose Arthur. Hein. Bien sûr. Et elle vit le collectif comme ça et elle aime vraiment sa classe aujourd'hui avec lui pour tout ce qu'il peut apporter de nouveau. Mais en fait, c'était pour moi du changement. Ça mettait un peu de dynamisme dans la classe. Donc, avec les autres élèves, au début, il y a quand même certains élèves qui ont des craintes. Parce que forcément, Arthur, il avait tendance, il l'avait vu à faire des gestes qui n'étaient pas habituels ou donc des écolalies, de répéter plusieurs fois. Et en parlant avec l'intervenante du CESAD, en exprimant leurs craintes ou ce que pour eux c'était l'autisme, ça a enlevé toutes les tensions. Donc il faut être vigilant quand même parce que ça reste des enfants et des êtres humains. Mais voilà, ça a quand même apaisé le climat de classe, cette introduction. Les grands poèmes, on peut citer dans l'Iliade, l'Odyssée, etc., c'était toujours chanté, quoi. Hein. Là, c'est, je pense, très important. Peut-être que le cerveau humain est structuré comme cela ou pour cela. Hein. Peut-être que si l'école en général suivait la méthode Arthur, vous permettez qu'on appelle ça la méthode Arthur, non? Il y a à peu près un an, on lui a offrir un globe terrestre avec un petit ordinateur à l'intérieur où en fait il a un petit stylet et quand il appuie sur une région ou sur un continent, il y a toutes les informations qui sur ce continent-là. Et en fait, il passe, ça fait un an qu'il connaît tous les continents, toutes les capitales. On en a fait une chanson aussi. Voilà, mais on ne sait pas trop comment il fait, mais il se le répète. Il explore. Il explore énormément. Il est heureux quand il fait ça, donc pour lui ça a beaucoup de sens, ces petites vidéos de la BBC, là, c'est hyper informatique. Finalement, la musique et l'espace, ce sont les deux ressorts de la mémoire humaine depuis des temps immémoriaux. Hein. Donc, avoir peut-être que Arthur a sans doute même cette compétence mémorielle aussi par rapport à l'espace. Hein, donc, à développer, si on peut par exemple trouver des façons de développer encore ce planisphère vers d'autres apprentissages que les noms des capitales, par exemple les musiques du monde. Oui, puis j'ai bien veillé à ce que les vidéos, ce soient des vidéos intéressantes, que ce ne soit pas un petit globe pour un enfant de 4-5 ans. Là, à chaque fois, il y a des petites vidéos très bien faites, qui parlent de tout le pays. Parce que, en fait, son pédopsychiatre me disait que comme les autres, il n'avait pas de culture, en fait. Et en fait, je lui ai répondu que si, que moi, en fait, je faisais plein de liens, en fait, entre tout le monde. Déjà dans la famille ou nos amis. À chaque fois, je lui en parle. Et donc, je parle de cette personne et je dis son métier. Et je raconte ce qu'il fait, je dis où il vit, etc. Et on sent qu'Arthur, au fur et à mesure de tout ce que j'ai pu lui raconter, il s'est construit cette espèce de culture commune qui pouvait lui manquer, c'est vrai, au départ, puisqu'il devait être un petit peu... peut-être juste avec ce qu'il voyait autour de lui. Et peu à peu, j'ai tenté de faire des passerelles dans son imaginaire, avec des choses qu'il pouvait imaginer des autres et de leur vie. Et dès que j'ai commencé à faire ça, j'ai vu à quel point il se reliait aux autres d'une autre façon, à quel point ça avait du sens pour lui. On peut considérer que la culture, c'est un ensemble de liens que l'on fait dans une circonstance donnée par rapport à des choses que l'on sait déjà.
Oui. Donc, dans ce sens-là, je veux dire, comment peut-on considérer qu'Arthur n'est pas de culture, Ouais. bon. Il va chercher dans tous les sens, là, comme ça. Et en fait, quand on revient à des choses plus simples, il est un peu perdu, quoi. Et pour qu'Arthur soit heureux, combien de musique par jour faut-il? Ah, c'est à la demande. Hein, c'est à la demande. Oui, il va nous réclamer 1 à 2 impros, Ouais, on appelle ça demande. des impros du coup, par jour, oui. Et quand ça arrive, moi, j'arrête tout. Hein. Il y a des fois, elle me dit, oh là, mais comment tu fais? Je dis, parce que c'est important, parce que la suite, si on ne le fait pas là, sur le moment... Oui, on a cette chance-là aussi d'avoir un mode de vie où on peut inclure en fait la particularité d'Arthur à nos vies. Moi, de temps en temps, je reprends mon travail, de temps en temps, j'arrête. Toi, tu es à la maison puisque tu es compositeur et Oui, donc, on a cette chance-là. C'est sûr que c'est une grande chance. Mais si on peut l'offrir, si ça peut servir à d'autres, effectivement, on va le faire avec plaisir. Ça, c'est sûr. Je pense que cela pourrait être une aide fabuleuse pour beaucoup de familles. Il y a beaucoup d'enfants autistes, par exemple, qui sont passionnés par les dinosaures. Donc, plutôt que de leur faire additionner des petits carrés, ça ne marche pas, on leur fait additionner des dinosaures. Quoi, hein. Mais un enfant qui s'intéresse à la musique, qui maîtrise, on commence à maîtriser le piano, on pourrait imaginer un apprentissage fondé sur ça. Mais il y a le côté rythmique. Hein. Oui. Arthur, s'il y a des musiciens, là, en fait, si je fais un morceau, il peut compter 24 mesures dans sa tête, il va démarrer toujours là où il faut. Quoi. Et je dirais que ça, moi par exemple, ça me va très bien cette imprégnation. Pourquoi on devrait toujours parler d'être fort en maths ou de le justifier? Ça, c'est ce que j'apprends aussi avec Arthur, c'est que voilà, la vie, c'est pas de se justifier sur tout ce qu'on sait faire. En fait, ça m'intéresse pas vraiment qu'à un moment donné, Arthur, en classe, avec sa maîtresse, on puisse dire bah, tiens, il est fort en maths. Qu'est-ce que ça veut dire? Si en imprégnation, lui, il vit cette habileté à pouvoir partir au moment où il faut, être en confiance, être tout à fait avec les autres pour faire de la musique. Ça, on a vu que ça lui permettait ça. Oui, bien sûr. Et moi, cette imprégnation naturelle me va tout à fait. En fait, je comprends très bien ce qu'il est à cet endroit. Je pense que si la société donnait une place d'une façon plus facilement à nos enfants, on serait moins à la recherche de cette justification scolaire. Je pense que ça pourra s'apaiser, ça, quand à un moment donné, dans la société, on acceptera cette différence vraiment et qu'il y aura une réelle inclusion. Du coup, on ne sera pas à la recherche de ce résultat. Quels sont les autres obstacles à l'inclusion de votre perspective concrète à vous? Je crois qu'il y a quand même cette notion de ça ne m'arrive pas à moi, donc je ne m'en occupe pas. Il n'y a pas cette notion de collectif très forte. Donc ça, il faut l'éduquer en fait, cette histoire de collectif, de tous ensemble en fait. On est tous ensemble, qu'on naisse autistes, neurotypiques. Voilà. Quand je dis vivre ensemble, c'est qu'une classe, la maîtresse d'Arthur le dit très bien, une classe c'est vivant. Donc quand elle arrive et que y a Arthur qui exprime quelque chose, elle s'en sert. Et si c'est un autre qui a aussi sa particularité dans la classe, elle s'en sert aussi et elle compose avec ça, parce qu'elle a cette forme d'inventivité. On n'est pas dans des grilles quand on est enseignant, on fait avec du vivant, on fait avec ce qui compose, on fait partie d'un village, on fait partie... Est-ce que c'est on est ou on devrait être? Parce que j'ai malheureusement l'impression que de plus en plus la tendance du métier de prof, c'est d'aller vers les grilles. Absolument. Et ça, c'est un combat. Enfin, c'est encore au-dessus, hein. Je pense que c'est pas eux. Hein. Encore une fois, c'est au-dessus. Ce sont les pressions des directives. Nous, on est en attente d'édition d'une personne, quoi. Et c'est pour ça que le spectacle qu'on a créé pour Arthur, c'est aussi pour parler de cette sensorialité et donner ce message-là. Mais alors, en le voyant, quand vous êtes avec lui, quand vous le voyez chanter, qu'est-ce que vous ressentez? Vous êtes un peu comme lui
ou très différent? Qu'est-ce que ça vous évoque en fait? Et à un moment donné, J'adorerais poser cette même question aux camarades de classe d'Arthur après son spectacle. Oui, mais ils vont venir participer. Génial. Absolument. Donc on pourra leur poser la question. On nous parle toujours du décrochage scolaire, des problématiques de niveau, le fameux niveau. Peut-être que l'heure pourrait être aux méthodes nouvelles. On sent qu'il y a quand même un moment donné au sommet où tout le monde n'est pas favorable à cette inclusion. Oui, Qu'est-ce absolument. qui heurte encore? Voilà, il y a quand même cette histoire qu'à un moment donné, ça pourrait arriver et puis... Mais non, mais moi, je ne veux pas y croire à cette fatalité. C'est pour ça que je suis là, à cet endroit-là, pour raconter que non, qu'il y a tous ces possibles et qu'il faut continuer à ouvrir les portes qui sont fermées. Je pense que dans les hautes sphères, on a du mal avec le handicap. Je pense aussi à toutes ces mamans qui sont asphyxiées. En fait, asphyxiées, qui se lèvent le matin et qui se demandent... Mais comment elles vont pouvoir trouver une place pour leur enfant? La première des choses que j'ai senties, qu'on les avait mis, les parents, les deux, dans une forme de culpabilité par rapport à ça. Et pour en sortir, c'était quand même... La culpabilisation des parents et notamment des mamans est une réalité. Je crois que c'est là parce que là, on casse tout. Quand on fait culpabiliser les gens à ce niveau-là, on casse leur enthousiasme, on casse mais ils ont même plus confiance en eux. Moi, je trouvais Laetitia, c'est vrai, c'était... Et on a repris confiance, et bien la musique nous a... Ça a donné confiance. C'est-à-dire que là, même les éducateurs, tout ça, ne la regardent plus du tout pareil. Jusqu'à maintenant, c'était un peu, venez vous faire soigner, enfin venez, on est là pour vous soigner. Et moi j'ai dit non, t'as pas besoin. J'ai dit t'as pas besoin, c'est pas ça. Non, t'as pas besoin d'être soigné, on a besoin d'exister. Et depuis qu'il y a ce spectacle, qu'ils nous voient, et c'est notre regard. Je pense qu'on ne soulignera jamais assez cette détresse des parents, cette culpabilisation. J'ai connu un certain nombre de mamans d'enfants autistes qui se sont suicidées par culpabilisation et reculpabilisation. Il y a une éducation du grand public qui est à refaire à ce niveau-là. De ce côté-là, c'est certain. Absolument, oui. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois, quand j'arrive là avec ce projet de spectacle, j'ai envie de dire surtout, c'est pas pour édulcorer, surtout c'est pas pour dire que c'est pas difficile, en fait, voilà, pour beaucoup. C'est juste dire... Au contraire, c'est avoir un porte-voix et trouver l'énergie régénérante pour ces personnes qui ne l'ont pas, en fait. Mais pas dire j'ai eu la chance et c'est plus simple ou voilà. Ou c'est simple parce que vous voyez que c'est simple. J'ai vraiment besoin au départ de chaque discussion de dire voilà, c'est pas pour édulcorer cette asphyxie et cette souffrance parce qu'elle est réelle. Et moi, si j'avais pas le plaisir de voir Lilou auprès d'Arthur avec son naturel, comme ça, être avec lui, juste être avec lui. Voilà, c'est tout, en fait. Un mot de Lilou, si vous voulez bien. Comment est-ce que cette rencontre s'est faite? Alors, en fait, sa maman est une très, très grande amie à moi. Et donc, naturellement, quand j'ai mis au monde Arthur, on a été très proches. Et c'est beaucoup d'émotions d'en parler parce que, en fait, elle a partagé avec moi tout ça et d'une façon très, très douce en fait et très d'accepter simplement ce qui arrivait en fait. Et je crois que de voir après nos enfants juste voilà partager des moments de complicité. Je sais pas, en plus Lilou, elle a juste cette spontanéité avec Arthur, elle est avec lui pour ce qu'il est, quoi. C'est pour ça qu'elle est comme ça, qu'elle répond, voilà, elle a l'impression de répondre à côté de la plaque, mais parce qu'en fait, pour elle, elle est là, quoi. Elle est avec lui, et puis elle se dit peut-être, oh là là, mais Laetitia, elle en fait pas un peu trop, qu'est-ce qu'elle me demande, là, avec ces trucs d'aller à l'interview et tout ça. Et qu'est-ce que vous chantez? Quelles sont vos chansons préférées? Écolali. Écolali, très bien. Est-ce que vous chantez avec Arthur? Oui, quelques chansons. D'accord. Est-ce que c'est la première fois que vous venez dans un studio? Oui. Et vous?
Oui. Aussi. C'est pas trop impressionnant, non? Si, un petit peu. Un petit peu, il y a beaucoup de monde hein, dans un studio. Oui. Et c'est ce que j'aime chez elle, en fait, c'est qu'elle est à son endroit avec lui, quoi. Et c'est ce que j'aimerais pour cette société, quoi. Juste qu'on ait moins de regards. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on a à faire, nous, pour ça? Mais, alors qu'elle, elle le fait, voilà. Et par rapport à ce rôle humain spécifique on va dire, de personnes proches des autistes, quoi. Hein. Il y a les gens non autistes, il y a les gens autistes, et puis il y a les gens autistes-compatibles. On pourrait le dire de façon un peu rigolote. En tout cas, un tout grand merci à vous. Merci pour ces échanges. Merci pour toute la passion, la force qui vous anime. Et j'allais dire, belle vie à Arthur, Lilou et à tous les jeunes qui bâtiront, je l'espère, un monde meilleur. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Joseph. Merci à vous. Ne surtout pas le déranger, approchez-vous tout doucement, essayez de lui proposer de faire une pause juste un instant. Il ne faudra pas vous fâcher s'il ne sait pas vous écouter, il a du mal à s'arrêter, c'est sa façon de s'exprimer. Flip, flap, flip, flap, flip pas quand tu flappes. Flip, flap, flip, flap, essaye si t'es cap, essaye si t'es cap.